Merci Arnaud. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. On a bien 20 minutes à l'écran, c'est pour vous signaler. Oh, ça va. Excusez-moi, j'ai la voix cassée, j'ai hurlé parce que je croyais qu'un de mes dossiers pour l'INSERM avait été refusé. Et en fait, c'est parce que j'avais envoyé 2 dossiers, il y en avait un qui était vide. Et donc j'ai hurlé comme un supporter de foot alcoolique qui voit son équipe perdre au barrage de 2e division. Le laboratoire de bactériaux, c'est nos amis. Il faut connaître vos bactériologues, il faut aller voir vos bactériologues. J'ai la chance à Lyon d'avoir des très bons rapports avec les bactériaux de Lyon. Et il y a une autre particularité à Lyon, c'est qu'il y a un centre de bactériaux pour l'ensemble des groupements, c'est-à-dire des 4 groupements, enfin 5 que comptent les hospices civils de Lyon. Il faut toujours vous poser la question, quelle est votre relation avec le laboratoire ? On va reprendre très simplement ces données sur la prise en charge habituelle de ce que on vous envoyait au bloc au laboratoire de bactériaux, avec, comme vous le voyez, la possibilité d'avoir un examen direct, faire des données sérologiques, antigéniques, avoir une PCR, faire du 16S, et puis une culture, une identification par MALDI-TOF, et puis après, des informations supplémentaires. Alors, dans l'intitulé, il y avait le MALDI-TOF, on va en parler. Il y a une question d'échelle de temps. On attend de détecter, diagnostiquer une infection avec succès, avoir des idées de résistance et de virulence. Et puis, il y a un problème de temporalité. Et j'ai fait cette présentation avec l'aide d'Olivier Dovalder, qui est bactério à Lyon Sud, qui est formidable et qui crée le concept de microbio dans le bon tempo. C'est-à-dire qu'il faut avoir les résultats au moment où vous les attendez le plus. Donc, les PCR rapides en moins de 2 heures, les PCR syndromiques, et puis les antibiogrammes accélérés. Donc ça, c'est ce qui est accessible actuellement, ce qu'on peut mettre en place dans n'importe quel laboratoire. On va voir si c'est possible ou pas possible, puis on va parler de certains points en particulier. Donc, dans les outils du présent, le MALDI-TOF, avec des ensemencements pour des prélèvements précieux, des grammes qu'on peut avoir sur les flacons d'hémoculture positifs, des sous-cultures, et puis une automatisation que je vais vous présenter rapidement avec des systèmes où en fait on met le prélèvement et tout se fait quasiment tout seul. On a quand même besoin des bactériaux, et puis vous savez qu'avec l'épidémie Covid, on a bénéficié du développement de gènes de détection, mais avec le temps et le problème de l'épidémiologie actuelle, essayer de détecter aussi des résistances, des tautorésistances chez les germes. Alors la bactério, voilà, moi je suis allé faire des photos. Hein. Donc c'est une usine, vous voyez au milieu, les bilans, ils arrivent dans des caisses. Il y a des choses très développées, très avancées. Puis vous voyez en haut à droite, il y a des étuves. Et en bas à gauche, c'est pour les cultures d'anaérobie. Les armoires à hémoculture, je vous rappelle que le principe de l'hémoculture, c'est simplement le changement de la couleur du culot du flacon, comme vous voyez à droite. Donc à gauche, il est positif, à droite, il est négatif, par production de CO2. Ce qui fait que vous pouvez avoir des faux positifs, notamment avec les patients qui ont des blastoses. Et puis voilà ce que vous avez au milieu du laboratoire, c'est-à-dire des chaînes de prise en charge des prélèvements, avec des petites vidéos rapides. J'espère qu'il n'y a pas le son. Non, il n'y a pas le son. Si, il y a le son, je vais le couper. Pardon, hop, je fais n'importe quoi. Hop. Donc vous voyez qu'on peut très facilement avoir des systèmes qui prélèvent. Donc là, vous voyez, hop, un petit coton-tige. Et derrière, là, le côté, là, vous allez voir, il va ensemencer tout seul sur la petite boîte de pétri. Magique. Vous allez voir, il fait tchac, 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 tchac. C'est magnifique. Il le fait tout seul. Donc on n'a plus besoin de personne. En fait, on a encore besoin de beaucoup de monde. Ces boîtes, elles sont suivies, elles sont évaluées et on regarde s'il y a quelque chose qui pousse dedans. Et elles vont finalement être processées pour être mises en culture et évaluées avec des systèmes qui sont des systèmes experts. On utilise l'intelligence artificielle avec des systèmes qui sont capables de reconnaître la pousse et d'identifier une partie ou de faire une typologie. Là, c'est semi-automatisé, c'est-à-dire qu'il y a un manip qui va quand même vérifier la véracité de l'analyse. On voulait parler du MALDI-TOF, c'est une technique qui a plus de 10 ans. En fait, c'est vieux maintenant le MALDI-TOF et c'est considéré comme un standard. On verra que c'est pas tant un standard que ça. Globalement, vous avez besoin d'une culture. Vous prenez la culture, vous la traitez et puis vous la mettez sur une petite plaquette avec une matrice.
Et cet ensemble va être pulvérisé par un laser et projeté dans l'espace, dans un champ ionisé. Et ça va vous faire un très beau spectre qui est en bas à droite. Et en fait, la machine va reconnaître le spectre en le comparant à des bases de spectres d'autres germes qui sont connus, qui ont été identifiés, avec plus ou moins d'efficacité. On est de l'ordre de 99% pour la sensibilité, la spécificité pour les germes courants. Donc voilà comment on fait. Vous voyez la petite plaque. Et puis là, vous avez le Malditov. C'est très très simple. Ça prend 2 minutes. En fait, une fois que vous avez fait cette identification, vous allez passer les prélèvements dans des systèmes automatisés qui vont vous permettre de faire des antibiogrammes. Ces antibiogrammes peuvent vous apporter des informations supplémentaires, comme des CMI approchés pour certains germes. Donc vous avez positif, vous avez le niveau de résistance sensible à forte concentration et résistant. Il faut faire attention maintenant. Mais pour certains germes, le laboratoire peut vous donner une CMI approchée à une dilution près. Puis vous avez toutes les techniques habituelles, voire le classique e-test pour avoir une vraie CMI. Pour les recherches de carbapénéma, c'est le même principe. Vous prenez votre prélèvement, vous le mettez, là vous voyez ces petits dominos de Mahjong, et puis vous allez avoir un résultat en quelques minutes, 15 minutes, où vous voyez là l'évaluation rapide, NDM, KPC, OXA48, IMP, VIM, et vous voyez lesquels sont positifs et lesquels sont négatifs. À droite, vous voyez que c'est VIM positif. Mais dans une journée, vous en avez à peu près ça à traiter aux hospices civils de Lyon. Vous pouvez faire une deuxième analyse avec une recherche de carbapénémase par hydrolyse. Et là, vous avez des codes couleurs qui vous disent s'il y a une carbapénémase ou pas. Et vous avez les résultats rapidement en 15 minutes. Après, le problème, c'est qu'il faut les mettre dans l'ordinateur, il faut que ce soit validé et il faut que le clinicien soit prévenu, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, si on veut aller plus loin, les PCR, l'accélérateur, c'était le Covid. Vous savez qu'initialement, là, c'est une méta-analyse. Initialement, le taux de patients exposés aux antibiotiques, donc à droite, plus de 60% pour la première épidémie, alors qu'il y avait moins de 10% de co-infection bactérienne. Et l'un des outils qu'on a utilisé, c'est la PCR syndromique, en particulier respiratoire. Donc, je vous montre ce que c'est. Vous avez en bas le système dans lequel vous allez mettre votre prélèvement, l'analyse. Vous voyez, c'est gros. Là, on peut en faire 6 en même temps. Vous voyez que c'est pas énorme, ça prend pas beaucoup de place. Et techniquement, c'est très facile à faire. Il faut vous rappeler que ces PCR sont des panels. C'est-à-dire qu'on ne peut choisir qu'un certain nombre de germes. Et ces panels sont associés avec des résistances. Alors là, il y a 2 panels. Le panel de gauche, c'est celui qu'on a le plus souvent en France, c'est le FILMARRAY. Le panel de droite a été moins utilisé. C'est une étude faite par les Anglais pour voir l'utilité de ce genre de PCR. Et là, c'est l'étude française où vous voyez les germes qui sont détectés, donc qui sont en gris quand vous arrivez à les détecter en culture et par PCR. À droite, en gris foncé, vous avez ceux qui sont découverts en PCR mais pas en culture, et les petits points noirs, c'est ceux qui ne sont pas détectés du tout. Et vous voyez qu'il y a un panel au milieu en bleu dans lequel il y a Citrobacter, Hafnia alvei, Morganella morganis, Sténotrophomonas, qui ne sont pas dans le panel. Donc si vous ne connaissez pas les panels, vous ne pouvez pas savoir quels sont les faux négatifs. Globalement, les valeurs prédictives positives et négatives sont au-delà de 96%. On peut faire ces prélèvements, on peut faire ces analyses dans tout type de prélèvement. On peut reprocher d'habitude, vous savez, le crachat, c'est pas bien. En fait, sur les données qu'on a sur les PCR, il n'y a pas vraiment de papier qui compare, mais globalement, les sensibilités et spécificités sont moins bonnes pour un crachat, mais elles restent tout à fait corrélées de façon, on peut dire, acceptable chez les patients. Alors, voilà le résultat que vous avez à la fin. Enfin, moi, c'est ce que j'ai. J'ai un examen direct. J'ai ce qui est positif et négatif. J'ai la puissance. Et puis, vous avez les gènes de résistance en bas. Vous voyez qu'on peut trouver beaucoup de choses dedans. Et ce sera à vous de choisir ce qui semble le plus logique. L'autre problématique de ces prélèvements, c'est que l'ADN bactérien qui est détecté est rémanent. Et il y a une étude en cours à Lyon, mais globalement, la rémanence est entre 7 et 10 jours. Donc si vous faites 2 PCR à 7 jours et que vous trouvez le même ADN bactérien, potentiellement, ça n'est pas une infection, c'est le résidu de l'infection précédente. Vous pouvez vous poser la question initialement quand vous avez le prélèvement, est-ce que ce n'est pas le résidu d'une infection qui est en train de guérir ?
On l'a évalué en réanimation. Ça, c'est une équipe lyonnaise et parisienne qui ont travaillé là-dessus. À savoir, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on fait une modification antibiotique? Oui. Alors là, dedans, vous avez la répartition entre les pneumonies acquises à l'hôpital, communautaire CAP et VAP acquises sous ventilation. Vous voyez, la répartition est à peu près homogène. Et vous voyez que globalement, par rapport à la prise en charge classique et la prise en charge guidée par la PCR, on modifie la consommation de certains antibiotiques, notamment les céphalosporines de troisième génération qui sont moins utilisés. Et puis il y a quand même des escalades et des désescalades qui sont faites en fonction des résultats. Donc c'est une vraie utilité, en tout cas clinique, sur la prise en charge initiale. Ces papiers nous convainquent aussi que globalement, on peut détecter donc les surinfections. Le papier du bas essaye d'utiliser à la fois la PCR et la procalcitonine et n'arrive pas à modifier les durées d'exposition aux antibiotiques. C'est une étude française en réanimation. C'était un peu décevant, mais ça montre que l'utilisation est plus compliquée qu'on ne le pense. À Lyon, c'est 3500 PCR respiratoires et 7000 PCR sur du LCR par an. C'est énorme. On peut aussi faire ces détections, non pas sur des prélèvements, mais sur des hémocultures qui poussent. Globalement, ça marche très très bien. C'est utile. Ça permet de diminuer le délai d'identification là, de 14 à 1 heure et le délai vers la thérapie de 15 heures vers 4 heures. Voilà. La problématique, c'est est-ce que c'est ouvert 24/24 et est-ce qu'on vous prévient 24/24 ou est-ce que vous attendez de votre ordinateur à cliquer pour dire marché, ou vous dites à l'externe, vas-y, tu restes devant toute la nuit et tu nous appelles, enfin appelle l'interne parce que là il est minuit, il faut que je dorme. Alors, ces tests, globalement à gauche, une revue systématique, ces tests directs de détection sur les hémocultures positives, la sensibilité et la spécificité sont excellentes. Et quand on l'utilise, là c'est à droite, c'est une équipe sud-africaine je crois, montre qu'il y a un vrai impact sur la prise en charge des patients. Et donc, c'est très, très intéressant. Mais en fait, il y a peu de monde en France qui l'a. On peut se poser la question de est-ce que ça marche vraiment. Donc là, c'est une petite étude qui a été faite, prospective, 4000 patients versus 4000 patients, pour savoir si on modifie la thérapie appropriée, si on a une détection rapide. Et là, vous avez à droite le conventionnel en pointillé et le continu en rouge. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence par rapport au moment où le prélèvement est fait, ce qui pose une question sur qu'est-ce qu'on fait de l'information et est-on capable de l'utiliser. Il y a toujours ce côté à risque. Vous savez que, je vous le dis, la PCR sur le LCR a une valeur prédictive négative excellentissime. Si vous ne trouvez rien, a priori, il n'y a rien, sauf dans un cas qui est l'herpès virus. Et là, c'est un beau papier chez les patients qui avaient une PCR négative. En fait, vous ne pouvez affirmer la négativité qu'au-delà de 4 jours. Donc il faut répéter la PCR à 4 jours comme vous faites pour une encéphalite. Donc il faut se méfier. La sensibilité est excellente, mais les PCR négatives initiales vont retarder la prise en charge du patient et aggraver le pronostic. Ce système, comme je vous l'ai dit, a une sensibilité de l'ordre de 90% et une spécificité de 97% pour, en tout cas, le Filmarès. Les faux positifs, streptocoque, et les faux négatifs, ça peut être l'herpès virus et puis les cryptococcus. Pour ça, c'est des pathologies très particulières chez les immunodéprimés, donc il faut se méfier quand même. Je vous ai dit que c'était excellent, mais il y a quand même toujours des biais, il faut toujours réfléchir au contexte. Alors on a fait un petit bilan par le biais de Réa Réseau, donc je suis un des coordinateurs avec Alain Lepape, et on a envoyé un questionnaire à une centaine de réanimations. Pour l'instant, on a 49 réponses. Donc, vous voyez le type d'établissement à gauche. Vous voyez que dans 20% des cas, les gens font sortir leur prélèvement dans un laboratoire externe et que le Malditoff, finalement, est présent dans 80% des cas. Il y a 20% des laboratoires qui n'utilisent pas le Malditoff. Pour les PCR pneumo, vous voyez qu'elle n'est pas disponible dans 14% des cas. Celle de méningite, 12%. Et puis, leur utilisation dépend de la journée. Il y en a qui sont disponibles 24/7, c'est à peu près 65%. Mais il y a des moments, dans 25% des cas, on ne peut pas l'utiliser 24/24. Alors, est-ce qu'on est en retard? Ouais, on est en retard. Voilà le laboratoire de bactériologie du futur, comme on me l'a présenté.
c'est pour faire de la métagénomique. C'est-à-dire que vous allez mettre le prélèvement là-dedans et l'ordinateur en contact avec une base de données va vous donner des réponses. Le principe de la métagénomique, vous récupérez un prélèvement, il y a toute une phase d'amplification et de nettoyage, il faut enlever l'hôte, il faut enlever probablement des résidus inutiles, il faut amplifier et analyser, être capable de faire les différences. Et là, on rentre dans l'utilisation de bases de données massives qu'on ne peut pas faire tranquillement avec un papier, un crayon au coin d'une paillasse. Méta-analyse de 2023 sur l'utilité de la métagénomique, c'est-à-dire l'utilisation massive de toutes les informations qu'on a dans le prélèvement. Bon, c'est quasiment que des équipes chinoises. Il y a quand même, vous voyez, beaucoup d'études et c'est toujours en faveur de l'utilisation de la métagénomique pour faire le diagnostic. Et la deuxième partie est intéressante, c'est pour les patients, donc c'est les patients avec une atteinte pulmonaire sévère. Et vous voyez que globalement, c'est en faveur de l'utilisation de la métagénomique pour la mortalité à 28 jours et à 90 jours. C'est très discutable, c'est des petites études, mais ça laisse rêver. Le futur, eh ben, c'est d'autres choses. C'est probablement le respiratoire. On va faire souffler les patients dans des tubes et on va faire des analyses de spectre, exactement comme un mal d'Itoff, mais avec les données respiratoires. Et là, on voit qu'on peut diagnostiquer, par exemple, un Covid. Ça marche aussi pour certaines bactéries. Là, à gauche, c'est avec le staphylocoque doré et on peut étudier certains métabolites créés par le staphylocoque doré que l'on peut retrouver dans la respiration. Et ça marche aussi avec la légionnelle. On peut retrouver des marqueurs de légionnelle dans le gaz expiré. L'idée qu'on développe, j'ai essayé de faire expert pour une équipe lyonnaise qui veut développer ça pour la prochaine épidémie d'infection respiratoire. En fait, les gens vont aller à l'hôpital, vont souffler, il va y avoir l'analyse et on saura si ils sont infectés ou pas infectés. On pourra les trier très très rapidement, c'est-à-dire dans les minutes, pourvu qu'on ait le matériel sur place, ce qui n'est pas une évidence. Il y a d'autres questions qui se posent et qui sont à croiser. C'est en fait, on cherche un pathogène et dans les pathogènes, on sait maintenant qu'il n'y a quasiment plus rien de stérile dans le corps humain, sauf peut-être le liquide céphalorachidien. Votre poumon n'est pas stérile, il y a des bactéries dedans. Votre urine n'est pas stérile, il y a des bactéries dedans. Et donc, il faut être capable d'interpréter ça. Et l'autre interprétation qu'on doit chercher, c'est la réponse de l'autre. Ça, c'est un système qui est commercialisé, Septisight, qui permet de classifier les patients et de dire qu'ils ont une réponse inflammatoire. Et on peut aller plus loin en faisant de la transcriptomique. Ça, c'est un papier de PNAS à gauche, où on fait la transcriptomique à la fois bactérienne et humaine. On croise les deux, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des bactéries actives, est-ce qu'il y a une réponse inflammatoire, et on peut croiser les deux pour augmenter notre capacité à diagnostiquer une infection en cours. Ce système de réponse, on peut le faire avec l'interféron, c'était une question majeure, la capacité à fabriquer de l'interféron au moment d'une infection, et on peut le coupler, comme vous voyez, dans une étude avec des patients volontaires sains, et des patients qui vont sécréter ou pas de l'interféron, et on peut le coupler avec un film arrêt, c'est-à-dire avec une PCR. Donc on pourra avoir dans le même prélèvement la présence bactérienne et la réponse immunitaire. Les limites, c'est que vous et moi, on est complètement dépassés par ces données. Alors je vous redonne ça. Normalement, je vous donne la réponse, l'hémoculture est positive, vous êtes capable normalement de prendre en charge votre patient. Eh bien non, non. Vous n'êtes pas bon, je ne suis pas bon, nous ne sommes pas bons, mais on s'aime, donc on va essayer de progresser. Quand on regarde une méta-analyse de CID sur le fait qu'on vous donne une réponse rapide, je te donne la réponse, tu as la réponse, qu'est-ce que tu en fais? On s'aperçoit en haut que s'il y a une intendance antibiotique, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui donne un conseil, on améliore le pronostic des patients, et que quand il n'y a pas de conseil, on n'améliore pas le pronostic des patients. Ça veut dire que derrière ça, il vous faut un conseil, et le conseil du futur sera probablement de l'intelligence artificielle qui vous dira quoi faire. Après, vous ferez ou vous ne ferez pas. Vous savez, comme on est médecin, on est français, c'est pas une machine qui va m'expliquer, quoi. Déjà, c'est passé le chirurgien qui va m'expliquer. D'accord ? C'est pas l'infectiologue, moi je sais. Bon, d'accord, vous avez compris mon message. Ça existe déjà cette réflexion, un plus vieux papier de 2015, où on a une réponse rapide
et on regarde ce qui se passe si on a l'identification, donc le contrôle, vous voyez, on a l'hémoculture, l'identification, la désescalade, et puis si on a un multiplex, c'est la deuxième ligne, et vous voyez que la désescalade, elle est à peu près au même moment, et la troisième ligne en bas, c'est vous avez l'information et vous avez quelqu'un qui vous dit quoi faire, et là, ça marche. Donc, au-delà de la technique qui progresse énormément et très vite en bactériaux avec des moyens énormes, et il faut les aider pour qu'ils aient du matériel parce que ça vous aide. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'on ait des chaînes d'information. Il y a des papiers que j'ai oublié de mettre, je suis désolé, qui montrent qu'il y a un délai important entre la positivité et l'information dans les services. Et on essaie toujours de trouver des solutions pour être prévenu. Donc, est-ce qu'on a trop d'informations? Oui. Est-ce qu'on est capable de les gérer? Non. Est-ce qu'il y a des progrès incroyables de la bactériologie? C'est évident, avec des problèmes d'émergence de résistance, d'efficacité des traitements, on en parlera juste après, les problèmes de désescalade, l'arrivée de l'information au clinicien, la compétence du clinicien, on n'est pas bon, l'évolution des panels, c'est-à-dire que la bactérie va acheter de nouvelles machines, vous ne serez pas au courant du nouveau panel, et donc vous allez avoir des résultats, vous n'allez plus comprendre, mais c'est plus comme avant, c'est plus écrit comme avant, et maintenant il y a des I, mon pseudomonas, il y a un I à ceftazidime, qu'est-ce que je fais? Il y a Mathieu qui va nous dire la réponse. Donc, connaître les limites d'utilisation de ces matériels et la nécessité de poursuivre, pour l'instant, des cultures standards pour être sûr de savoir ce qui pousse, parce que ça, on est sûr que ça marche très, très bien. Il va falloir progresser en antibiothérapie. Il y a plein de molécules qui vont sortir. On ne comprend plus rien. Il va falloir travailler. Je vous remercie de votre attention.